Donc je vais commencer rapidement déjà les présentations. Donc Cathy Tari est directrice des collections, programmes et services au public à Pointe-à-Cayère depuis 2017. Elle y dirige notamment l'équipe développant les activités éducatives et culturelles du musée. Auparavant, elle a œuvré dans plusieurs musées, dont le musée de la civilisation à Québec, le musée canadien de l'histoire à Gatineau, Parc Canada. Également femme d'affaires pendant près de 20 ans, elle a cofondé Musée Média sous la bannière Orange Kiwi en 1995 et développé de nombreux projets numériques. Très impliquée dans le milieu muséal associatif, elle a siégé au conseil d'administration à titre de vice-présidente de l'AMC, à titre de présidente de la SMQ, donc Société de musées du Québec, ainsi que d'ICOM Canada. Elle siège actuellement à titre de vice-présidente de Musée Montréal. Cathy, vous voulez... Oui, on peut s'installer peut-être sur la scène, même si on aura les projections, ainsi on est déjà installé. On aura aussi donc Sophie Giroux qui est sur place. Sophie Giroux, donc elle est chef de service de la médiation culturelle et éducative au Musée de la Civilisation à Québec. Elle détient une maîtrise en muséologie de l'UQAM, Université de Montréal, de même qu'un baccalauréat en enseignement des arts plastiques de l'UQAM. Elle est à l'emploi du Musée de la Civilisation donc depuis 2003. Pendant 8 ans, de 2003 à 2011, elle a supervisé l'équipe des guides animateurs du musée. Puis de 2011 à 2020, elle y a agi à titre de chargée de projet éducatif. Pendant cette période, elle a conçu de nombreuses activités de médiation, visites ateliers destinés aux centres de la petite enfance et aux écoles, visites commentées et outils de visite autonomes pour le grand public. Parmi ces réalisations, on compte 2 applications iPod et des outils de visite participatifs en ligne. Elle a aussi coordonné des événements de médiation importants tels que la relâche scolaire et collaboré à des projets spéciaux tels l'optimisation de la programmation muséologique et de l'expérience des visiteurs, de même que la réaffirmation de l'ensemble du projet éducatif du musée. Ce sont ces réalisations et son leadership qui lui ont permis de décrocher le poste de chef de service de la médiation culturelle et éducative en février 2020. Depuis, elle coordonne le travail de toute l'équipe de professionnels qui développe les activités éducatives du musée, ses activités culturelles, concerts, conférences, tables rondes, spectacles et événements, ainsi que la programmation de voix libre, l'espace collectif du musée. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir accepté cette invitation. Si vous voulez, vous pouvez déjà vous installer sur scène. Nous aurons aussi donc 2 intervenantes en ligne, 3 en effet, parce qu'on a un duo d'artistes qui présentent leur travail. Attendez juste une petite minute, désolée. Ah, c'est là. Donc, on a un duo qui s'appelle le Musée collectif de Casablanca, qui est un musée citoyen de la mémoire collective des quartiers qui propose un processus partagé d'écriture de la ville par ses habitants, ses artistes et ses chercheurs. Ce musée collectif, donc, il est piloté par Mohamed Fariji, né à Casablanca, artiste, cofondateur et directeur artistique de l'atelier Observatoire. Il est diplômé de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan et de l'École supérieure d'art et de design de la Loggia à Barcelone. Eugénie Forneau est artiste, curatrice et chercheuse indépendante basée à Casablanca et à Lyon. Elle est diplômée en sciences politiques de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et en études de genre de l'Université d'Utrecht. Je vais juste raccourcir parce que comme on est déjà bien dépassé notre temps, on aura aussi Sandra Zapata qui, donc là c'est la dernière. C'est la dernière. Et enfin, elle est là. Elle est chargée de projet d'exposition au Musée canadien de l'histoire et membre du conseil d'administration de l'Association des musées canadiens. Auparavant, elle a été directrice générale et conservatrice au Musée de la mémoire vivante.
Et nous avons donc notre modérateur qui malheureusement n'a pas pu être présent sur place aujourd'hui, Laurie Turgeon, donc titulaire d'une chaire de recherche du Canada en patrimoine. Laurie est professeur titulaire au département d'histoire de l'Université de Laval et dirige le laboratoire enquête ethnologique et multimédia. Je vais raccourcir aussi, parce qu'ainsi on peut passer plus rapidement aux présentations. Donc, je vais être ici aussi en tant que co-modératrice sur place. Je crois que peut-être vous avez tous déjà découvert, je suis Andrea de la Place. Je ne me suis pas présentée, désolée, mais je suis postdoctorante. Donc, au CELAT, à l'UQAM, sous la direction d'Yves Bergeron et aussi de Laurie Turgeon. Et ma thèse a porté sur les musées d'immigration. Donc, on passe à la discussion. On va commencer par la présentation du duo Eugénie Forneau et Mohamed Fariji, puisqu'ils sont à Casablanca, donc c'est déjà assez tard. Encore une fois, merci et désolée pour ce retard. Est-ce que c'est... Oh, oui, hello. On s'était vu à New York la dernière fois, maintenant à distance. Merci beaucoup Mohamed et Eugénie. Donc la parole est à vous. Eh bien, merci pour l'invitation. Donc, on est là ce soir pour vous présenter le projet de l'atelier de l'Observatoire et le projet du musée collectif. Mohamed Fariji, artiste, donc on va présenter le musée collectif de Casablanca. Casablanca, c'est une ville au Maroc, du nord d'Afrique. Donc, depuis 2013, on a initié un projet qui s'appelle le musée collectif, sachant que l'atelier d'Observatoire, c'est une association qui a démarré en 2012 pour des objectifs, travailler sur un manque ou des histoires invisibilisées ou des histoires oubliées. À partir de là, c'est la naissance de nos programmes, comme on appelle. Il y a plein de programmes. Programme Basser, c'est une installation de la serre typique dans l'espace public pour donner pour encourager plus la question d'intervention de l'espace public. Il y a Madrasa, sont des formations dans les pratiques oratoriales. On fait des formations intensives qui durent une semaine. Et ça, c'est un programme régional qui est régional, qui parle de MENA, le Nord d'Afrique et la Méditerranée plutôt. Et il y a le projet de l'aquarium aussi, c'est un projet de réactivation des lieux abandonnés de la ville de Casablanca à partir des projets d'artistes. Donc il y a Les Invisibles, c'est un programme aussi c'est un programme de recherche autour de l'histoire du cinéma oublié. Donc c'est la réactivation des films, la restauration des films, travailler sur la question du cinéma oublié. Et la ruche, c'est un accompagnement des jeunes artistes, surtout les sortants de l'école des Beaux-Arts ici au Maroc, comme il n'y a que des écoles d'art. Donc on pose la question après le début d'emploi. Donc nous, on fait une sorte d'incubateur pour comment l'artiste peut devenir un porteur de projets sérieux. On fait l'accompagnement conceptuel comme l'accompagnement administratif pour que le jeune artiste peut développer des projets sérieux, bien, qui peut tenir un petit peu dans un niveau international, comment on peut gérer son projet, comment il peut avoir accès à résidence au niveau international. Donc voilà, c'est ça le programme, mais on revient toujours au musée collectif. Donc le musée collectif aussi, c'est un programme qu'on a démarré depuis 2013. C'est pour une raison qu'à Casablanca, 6 millions d'habitants, il n'y a pas un seul musée, un musée public. Donc pour moi, autant qu'artiste, bien sûr, c'est une réflexion, c'est devenu très artistique. Par exemple, en 2014, j'ai fait une exposition en proposant un lieu abandonné, c'est un aquarium. L'unique aquarium au Maroc, c'est fermé pour des raisons
pour des raisons, on voit ici l'aquarium, pour des raisons de la construction d'un grand mosquée. Donc il y avait la coupure des canaux, de l'eau avec un grand chantier. Donc ils ont condamné l'aquarium d'être fermé. Après, là, j'ai créé une exposition comme une revendication sur cette question de fermeture et une proposition pour cet aquarium en tant que centre d'art et de recherche. Et à partir de là, j'ai commencé à penser aussi la question de la mémoire de la ville de Casablanca, comment on peut faire un musée citoyen en fait, qui s'appelle le musée collectif. Donc on a démarré pour collecter pas mal de lieux, des histoires de lieux abandonnés, ça peut être des lieux administratifs qui n'ont pas, donc on reprend toute l'archive, et le musée collectif a passé par, pour faire un petit résumé quand même, parce que quand même le projet il est assez énorme dans ses actions. Donc je vais essayer un peu de réduire, de faire un petit résumé. Donc ça a démarré pour des collectes des lieux abandonnés de la ville, des parcs d'attractions, des écoles abandonnées et non détruit pour aussi qui fait partie aussi du patrimoine. Donc on a commencé à collecter, mais en 2018 on a démarré toute une série d'appels à projets aux artistes, aux chercheurs pour aller pour faire leurs recherches ou sont des porteurs de projets de plus vers les quartiers périphériques de Casablanca, les quartiers marginalisés. Comment on peut collecter des histoires des familles, du commerce de quartier. Donc il y avait une cinquantaine d'artistes qui ont intervenu dans les quartiers périphériques de Casablanca. Donc quelques images concernant les activités. Ici c'est un collecte de sons. C'est un artiste à Glassec qui collecte les sons des quartiers. En même temps, il forme les jeunes. Comment ils peuvent collecter à travers eux, c'est eux qui connaissent les sons de leur quartier et eux qui enregistrent, c'est qu'on collecte de musique collective. Il y a plein de projets, on va passer, ça c'est les rencontres qu'on a fait bien sûr, il n'y a pas que les ateliers qui amènent les artistes et les chercheurs dans les quartiers, mais en même temps toujours on fait des rencontres, par exemple ici c'est les directeurs du musée de Rabat pour discuter sur la configuration ou la possibilité d'un musée citoyen à la ville de Casablanca, quelle légitimité, quelle possibilité, c'est comme comme un comité scientifique en fait qui nous disent voilà, vous avez ça, pour éclaircir un peu notre proposition en tant que musée collectif. Donc aussi c'est un moyen de négociation. Donc voilà, ce que je dis c'est... Et il y a ces étapes, par exemple, lui, il a collecté des chaises de gardiens, et ce projet s'appelle Design Without Designer. Ça veut dire comment la société, comment les personnes qui sont citoyens normaux comme ça, ils développent des chaises, leurs chaises dans la rue, parce que ce sont des gardiens qui gardent les voitures, qui gardent les maisons, mais chacun il développe sa chaise, et pour lui c'est devenu un truc. Ici il a fait la collecte des chaises avec l'histoire de ces gardiens. Donc aussi ça c'est devenu un objet aussi de collecte qui part de la mémoire de design fait par des partis citoyens. Voilà, donc chaque atelier, le produit de chaque atelier, c'est une œuvre artistique ou une collecte qui ensuite fait partie de la collection du musée collectif, donc en rapprochant les artistes, les chercheurs et les habitants. Et en disant toujours que ce musée, il était hors les murs en fait. C'est une proposition du musée, c'est une négociation du musée avec l'autorité, avec le public. Et comment on peut développer aussi pour nous comme une vision, comment rapprocher l'artiste et le citoyen et le chercheur. Donc on peut dire l'art et le citoyen et la recherche. Donc comment développer tout ça, comment créer cette approche, parce que quand même on dit le manque
Le manque de musée, ça veut dire le manque de culture artistique dans la ville de Casablanca. Et nous, il y a quelques galeries, bien sûr, mais nous, on voulait sortir de donner possibilité aux citoyens qui participe dans la question du musée. Parce que lui, il n'a pas accès, donc lui, il participe à faire le musée, donc c'est ça aussi parmi les points qui sont intéressants. Dans cette négociation-là, à un moment donné, le musée il se retrouve en fait sous forme de vitrine dans l'espace public, là, comme vous pouvez le voir sur les photos, jusqu'à un moment où il est installé dans des containers au centre-ville de Casablanca et où des premières expositions permettent, donc là vous pouvez voir les containers vitrines. Ce sont des vitrines, on a développé des vitrines qui voyagent dans les quartiers pour la question de collecte. Et les gens contribuent leur mémoire, leur histoire, en parlant, en discutant, en écrivant sur leur objet. Comment on peut identifier, comment on peut donner plus une histoire à un objet qui pour une famille ou pour un commerçant, ça remet en valeur. Mais toujours ça c'est à travers les artistes en fait. C'est pas nous qui fait appel aux citoyens, mais à travers les artistes, c'est eux qui font cette recherche, ou les chercheurs, cette recherche vers les citoyens, ils accompagnent les citoyens, ils vivent avec les citoyens, et comprend plus ou moins ces idées et l'exécuter à travers les citoyens et avec les citoyens, ça passe d'une manière très familière, ça veut dire à quel point l'art, ça se familiarise l'art dans la société en fait. Aussi, ça c'est important. Donc ces vitrines mobiles, on voit plein ici, ici on voit derrière, ça c'est des rencontres aussi, mais on voit derrière aussi une vitrine. Pardon. Il y a un dispositif que j'ai parlé avant, parmi les programmes de l'Observatoire, c'est la serre. On installe la serre dans l'espace public pour donner plus de possibilités à créer des événements, des présentations de films, des présentations de projets d'artistes, des bombes à graines, des radios de la serre, des journaux de la serre. Il y a plein d'activités qu'il y a, mais toujours il est accompagné par une vitrine de collecte. Et la serre, elle est mobile, elle se déplace dans les quartiers périphériques de Casablanca ou dans les quartiers au centre de Casablanca. Et il y a eu 2 serres à l'international. Il y en a une au quartier des Brigitines à Bruxelles. Et il y en a une qui fait qu'aussi on est là aujourd'hui avec vous pour discuter, qui a eu lieu au quartier de Houndstick à Montréal. Passons un peu, mais c'est juste pour rester dans la serre, c'est un dispositif qui donne possibilité à agir ou à développer des actions autour de musique collective. En 2022, c'était à travers une grande négociation avec la ville de Casablanca. Enfin, il nous a fourni des conteneurs. Ici, on voit à des conteneurs. Après, il y a une autre histoire. Et des conteneurs, on a commencé à faire présenter les collectes de musique collective, mais comme les musiques collectives, on a trop de collectes, donc on a fragmenté, on a rentré dans la mémoire des quartiers, la mémoire des lieux mémoriels de Casablanca, et c'était un programme qu'on devait faire, la mémoire éducative aussi, parce qu'on a travaillé beaucoup sur l'école, on a collecté beaucoup d'histoires à l'ancien, donc ce sont toujours à travers des artistes. Et il y a la partie aussi, la mémoire industrielle de la ville de Casablanca, donc c'est des programmes qu'on devait, mais après, on peut dire que c'est le premier musée public qui s'ouvre à Casablanca. Après 7 mois, ça veut dire depuis décembre jusqu'à juillet, donc la ville a confisqué ces conteneurs. Donc, parce qu'il nous a donné, donc il y avait une lettre, donc ça donnait encore Casablanca, même ici on a reçu 200 visiteurs par jour, donc après c'est fermé. Donc il n'y a plus de musée encore. Donc mais en même temps on a commencé à faire, ça veut dire ça n'arrête pas là, bien sûr le projet c'est le projet, donc on continue aussi à négocier encore plus fort, mais maintenant on continue à négocier encore plus fort, et pour donner plus sens à ce projet-là, bien sûr on a développé un programme qui s'appelle les satellites de musique collective de Casablanca. Ce sont des interventions
de collecte. C'est un travail avec, parfois avec des étudiants des Beaux-Arts, des villes étrangères, comme Alger, Tunis, Sharjah, Édimbourg, hein? Marseille, Marseille, Nouakchott, Montréal aussi, Montréal, Chicago, sont des ateliers qu'on développe nous, avec, parfois avec les habitants, parfois ça dépend de contexte aussi de travail, parfois avec, comme en Camok, avec les participants à Camok, comme c'était à New York. À Chicago, c'était un travail, oui, c'était multiples quartiers. On visite les quartiers en faisant des ateliers, parfois avec les organisateurs d'un biennale d'architecture, avec l'université de l'Illinois, c'est ça, l'Illinois, Chicago. Donc et pour moi, les satellites, c'est une question de remettre la question un musée vivant. C'est ça ce que ça veut dire. On veut dire musée collectif, mais enfin, c'est un centre d'art et de recherche autour de la mémoire de la ville de Casablanca, accompagné par plusieurs initiatives, et ça peut venir d'autres villes. Donc, etc., quelque chose. Oui, donc Mohamed vous a bien présenté tout le projet, donc j'espère que vous avez pu voir un peu les différentes imbrications. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a eu effectivement la serre à Montréal. Donc en fait l'idée aussi c'est de créer des collaborations à l'international qui permettent de retourner le projet à Casablanca pour les Casablancaises et les Casablancais. Parce que comme on vous a dit, il y a eu une partie du projet où finalement le musée collectif est installé et puis il doit fermer. Et qu'est-ce qu'on fait après cette fermeture-là? Donc on a eu la chance de participer à beaucoup d'événements et notamment de co-créer avec la serre Art Vivant à Montréal une serre qui reprend les, on va dire les ateliers permanents, la conception de ce que c'est qu'une serre, mais en l'adaptant au contexte montréalais. Et à côté, il y avait aussi le développement donc, de ces satellites par Mohamed. Donc, c'est toujours un peu... quand on invente comme ça aussi des nouveaux processus, on tâtonne, on essaye. Donc, ce qui était très intéressant, c'était que c'était l'automne 2023. Et là, on essayait vraiment de développer, c'est-à-dire de proposer une manière de travailler du musée collectif et de proposer un retour de ces satellites. Comment est-ce qu'on le construit avec les participants aux ateliers? Donc, pour Montréal, on a invité des participants à partir d'objets, de nous raconter cette histoire et de voir comment est-ce que ces objets-là, on pouvait les mettre ensemble et construire un récit sur le rapport à la ville ou au quartier. Voilà. Et ensuite, petit à petit, ce projet des satellites, ça peut être à la fois des performances ou des interventions artistiques. Donc, on a développé tout un jeu de cartes parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait aussi présenter le projet de manière ludique. Là, nous, c'est vrai qu'on vous le propose, on vous le présente de manière très formelle, voilà, mais on a développé tout un jeu de cartes pour proposer le musée collectif. Et grâce à cette expérience de Montréal, nous aussi, on a pu développer des outils et partager un peu cette pratique du musée collectif. Et donc, c'est ça aussi, les satellites, c'est partager cette expérience du musée collectif. Comment est-ce qu'on co-crée ce musée qui au départ est un peu une idée de Mohamed, d'un artiste qui dit il y a un bâtiment abandonné qui est l'aquarium de Casablanca, qui est fermé au public. Comment est-ce que nous, les citoyens, on peut l'investir et comment est-ce qu'on co-construit ensemble ce projet avec, comme il l'a expliqué, les projets d'artistes? Comment est-ce qu'on fait intervenir les curateurs pour raconter cette histoire? Et comment est-ce que là, aujourd'hui, effectivement, on travaille sur des partenariats internationaux pour renforcer le projet? Voilà. Maintenant, donc Sophie Giroux du Musée de la Civilisation à Québec.
Bonjour. Bonjour. Je vais essayer de faire un speed dating. Je me suis mis à 8 minutes, je regarde pas mes notes, puis j'y vais. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vraiment prendre un point de vue de médiation. Donc, je vais parler des 5 dernières années. Donc, je ne ferai pas le tour du Musée de la civilisation complet parce qu'on serait ici encore longtemps. Donc, je demandais à Télécino de taper 4 fois sur la zapette. Donc, en fait de vivre ensemble et de citoyenneté, le Musée de la civilisation, c'est un immense terrain de jeu dans lequel on peut se perdre dans les méandres et perdre la nature du musée aussi. Donc, zapette. Alors, il y a environ, comme je vous disais, là, je vais y aller vraiment avec un petit projet là, sur nos actions citoyennes plus ciblées dans le nouveau sens de la définition de l'ICOM. Donc, il y a, en 2019, on a décidé d'entreprendre un projet pour lequel on a déposé une demande de subvention et on a eu les sous qui s'appelait Sésame. Et ce projet-là était dans le but d'aller discuter, échanger avec des clientèles marginalisées, des clientèles issues de l'immigration, dans le but du renouvellement de notre future exposition permanente sur laquelle mon collègue Mathieu a parlé tout à l'heure. Donc, l'idée, c'était de voir l'intérêt. On en a fait 2 expositions. C'était l'idée de voir l'intérêt des visiteurs en apprendre sur d'autres communautés, la place qu'on veut leur donner dans une exposition permanente, quels objets ils voudraient y voir, mais aussi de travailler avec ces communautés-là. Alors, on zappe. Donc, au terme de cette... là, je tourne les coins vraiment rond. Au terme de ce 2 à 3 ans de travail dans le Vivre ensemble et dans un projet où on a travaillé particulièrement avec des gens issus de l'immigration, mais ici, ce que vous avez, c'est des experts de vécu en itinérance. Donc, on a travaillé avec des gens en itinérance. Ça a été mené par l'équipe de la médiation culturelle au musée. Mais naturellement, on a inclus des chargés de projet, d'exposition, conservateurs, designers. Et ça a vraiment transformé notre pratique, notre vision. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait là? Parce que au terme de ces 3 ans-là, on était très investis et on n'était plus des travailleurs de musée, on était rendus des travailleurs sociaux. Et on avait oublié la portion de dire comment on termine un projet avec ces gens-là sans faire une grande coupure. Donc, on a réfléchi à tout ça, on a continué notre réflexion, zapette. Et tout ça s'inscrivait aussi au même... Je vous présente un gros laboratoire rapidement, là. Tout ça s'inscrivait aussi au même moment où on avait les 2 images en haut à gauche, notre laboratoire numérique qui s'appelait le MLab Créaforme, qui nous amenait aussi à changer nos pratiques. Donc, d'un côté, un volet social très impliqué. D'un autre côté, on était dans un laboratoire d'innovation numérique où on a vraiment changé de posture et on a travaillé avec des gens de différents communautés, que ce soit des communautés scientifiques, des communautés des travailleurs, des gens de l'industrie, avec nos collègues, avec les gens du musée et avec les visiteurs, les citoyens, parce que l'idée, c'était de créer un laboratoire et de développer un savoir-être et un savoir-faire au niveau du numérique. Au courant des 5 dernières années, on a ancré la pratique numérique dans le Musée de la civilisation. Donc, au terme de cette expérience, de ce laboratoire-là, nous l'avons fermé l'été dernier, à la fin de l'été. Et je vais vous en parler après parce qu'on a aussi, au même moment, le musée avait 35 ans. Et là, vous voyez toutes sortes d'images ici. Donc, on a pris un virage social très puissant pour notre 35e anniversaire avec une exposition sur la différence de genre. La diversité de genre, une exposition actuellement sur la lutte. On a une exposition qui s'appelle « Sur parole, le son du rap keb », où là, on a travaillé aussi
en collaboration, en consultation, parfois même en co-création avec les gens de ces différentes communautés-là. Et ça, c'est merveilleux parce que dans le musée, dans le hall du musée, on rencontre toutes sortes de gens actuellement. Donc, des gens qui ne s'intéresseraient peut-être pas à la diversité de genre, qui sont venus pour lutte, iront dans la diversité de genre et vice-versa. Et c'est ce qui fait vraiment le vivre ensemble parce que on t'attire avec du gâteau et tu finis par manger tout le buffet au complet et à parler avec tout le monde. Un beau rêve. Donc, on a aussi d'autres projets. On a la petite image dans le coin en bas. On a inauguré une exposition jeunesse aussi où l'idée était de créer des thèmes intergénérationnels bien ancrés dans la mission du musée. Donc, une ouverture vers le reste du musée. Vous pouvez zapper. Et comme on n'arrête devant rien, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment pour marquer un virage citoyen? Parce que naturellement, on fait de l'évaluation, de l'observation, on se questionne. Donc, en septembre dernier, on a inauguré l'espace collectif du musée qui s'appelle Voix libre à l'art Zapette. Et cet espace-là a 6 mois. Oui, 6 mois environ. Et on a créé cet espace-là sous le principe de l'approche du care. Donc, l'approche du care, c'est en anglais, c'est to take care of. Donc, c'est une approche vraiment sensible où on n'est pas dans une expérience d'exposition. Ce n'est pas une exposition, c'est vraiment un laboratoire d'innovation sociale et c'est la suite un peu du M-Lab parce que ça nous permet de changer nos pratiques, de changer... donc, ça comment je pourrais vous dire ça? J'essaie de faire ça vite. Je pourrais vous faire une présentation complète une autre fois sur ce projet-là, mais ce projet-là, tout comme le projet Itinérance, comme les autres projets que je vous ai montrés tout à l'heure, ont un impact direct sur, oui, nos visiteurs, les gens qui nous visitent, mais sur les gens avec qui on va collaborer, co-créer, mais sur les gens aussi, sur notre première communauté d'action qui sommes nous, le musée, les travailleurs du musée. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, dans cette... oui, vous pouvez zapper 3 fois. J'y vais très, très rapidement, mais dans notre laboratoire d'innovation sociale maintenant, qui est Voix libre, l'espace collectif du musée, on s'est amené aussi à se questionner sur la terminologie des mots. Parce qu'on se disait, on veut donner la parole. Et là, on s'est dit, on veut-tu donner la parole? Ça veut dire quoi, donner la parole? Jusqu'où on va? On a eu certaines expériences qui ont été plus difficiles ou plus douloureuses, si je peux dire, dans d'autres projets d'exposition. Et là, on se questionne en se disant, on ne veut pas donner la parole, on veut dialoguer. Si on veut dialoguer, c'est que ça prend un humain. On a... la vision du musée, c'est s'engager dans le mieux vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'engagement? Quel est le niveau d'engagement? Donc, un engagement peut, quand on décide de s'engager, c'est qu'on décide qu'on peut poser une action physique, mais on peut s'engager émotivement aussi. On peut s'engager sous différentes façons. Donc, dans cet espace-là, on veut que les gens s'engagent. Ah, ça, c'est mon chien qui me dit que je suis rendue trop loin. Donc, en fait, l'idée de questionner tout ça... Je vais faire zapette, là, je me suis fait déconcentrer. Mais dans Voix libre, on est après travailler une programmation où il y a des ateliers publics qui sont réalisés par le musée, mais en collaboration avec d'autres personnes. On a du scolaire, il y a du prototypage du texte. On reçoit des expositions qui nous arrivent, des expositions clés en main. On en a eu une sur Avocats sans frontières, sur les droits des personnes trans au Salvador. Actuellement, on en a une avec le CHU de Québec, une exposition d'images scientifiques. Donc, c'est assez varié. On va en avoir une avec le 30e du théâtre aphasique. On a des forums, on a des débats, on va mettre des événements festifs, mais on est après aussi penser à créer des résidences citoyennes. Et tout ça, toujours en ne dénaturant pas le musée. Donc, on veut demeurer qui nous sommes. Donc, comme musée de société, on travaille sur des thématiques d'exposition qui sont des fils conducteurs dans cet espace-là. On travaille aussi, on a inclus des objets de collection dans cet espace-là. Je vous donne un exemple. Il y a une des ongles qui s'appelle le chantier de la pensée, où on a inclus des objets de collection qui sont des outils. Et là, on travaille au niveau du développement de la pensée critique.
de nos visiteurs. Donc, les activités tournent autour de ça parce que l'idée de Voix libre, tout à l'heure, je vous le disais, c'est de créer un lieu sous la forme de l'éthique du care, un lieu en sécurité où on veut, dans le dialogue, faire un lieu où on accompagne, comme musée de société, les visiteurs, les citoyens, dans le développement de la pensée critique et on les outille, particulièrement dans la polarisation qu'on vit actuellement, puis où il y a les réseaux sociaux et tout ça. Donc, vous pouvez changer de diapo. Et là, ça, c'est ma petite lubie à moi. Je me dis qu'on a réussi notre musée numérique. On est en plein musée citoyen. Et pour moi, on aura réussi le vivre ensemble quand on n'aura plus besoin d'exposer la diversité, puis qu'on aura atteint la mixité. Et si vous faites zapette, non. Ah, il était supposé de tourner. Donc, l'idée, c'est vraiment l'idée d'un écosystème où le citoyen se transforme au contact du musée, mais transforme également le musée. Donc, on n'est plus dans une vision du musée pyramidal, mais on fait tous partie d'un tout commun. Et finalement, à la morale de nos projets, et avec du recul, et en regardant vers l'avant, on ne veut pas faire du musée un centre communautaire, mais on veut s'assurer qu'il soit au centre de sa communauté. Merci. Merci beaucoup, Madame Giroux. On passe à la dernière intervenante de la journée, Sandra Zapata. Est-ce que vous êtes toujours avec nous sur... Oui, elle est là. Oui. Merci beaucoup d'avoir attendu. Oui, donc je vous laisse présenter et partager votre écran. Donc il faudra cliquer sur partager l'écran. Merci. Parfait, merci. Dans le fond, je n'ai pas une présentation PowerPoint, ça sera juste 2-3 images juste pour illustrer mes propos. Donc, je vais les partager un peu plus en avant dans ma présentation. Donc, merci de l'invitation. Puis, oui, je suis chargée de projet d'exposition au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Ça depuis 12 ans. Donc, j'aurais pas vraiment le temps de passer par toutes les initiatives communautaires que les musées développent en ce moment avec différentes communautés, puis qui a fait pendant beaucoup d'années dans le passé. Puis, ce que je vais aborder, c'est surtout à partir de mon point de vue, donc de la gestion de projets d'exposition. Et donc, j'aimerais bien partager mon expérience depuis les 2 dernières années au musée. Et notamment, j'ai participé à une exposition qui a été en place en 2023, menée avec une communauté de réfugiés qui, dans les années 70, 75 et 85, provenant du Vietnam, Laos, Cambodge. Donc, je vais en parler plus en détail en avant. Et dans ce moment, je participe aussi dans une collaboration pour le développement d'une exposition en co-création. Donc, c'est là on pourrait aborder dans la période des questions. Je n'ai pas vraiment de résultats dans ce moment parce que c'est un processus. Par contre, je me centrerai sur la première exposition que j'ai mentionnée. Donc voilà, donc ça va être plus dans le développement, l'implémentation de ces stratégies. Comme on le sait tous, la gestion de projets d'exposition est vraiment centrée dans tout ce qui est la planification, la mise en œuvre des différentes stratégies, des ressources, des outils qu'on peut mettre en place pour atteindre l'objectif, donc de produire, de concevoir, d'installer une exposition dans l'espace muséal. Tout ça, évidemment, dans un échéancier, un budget défini au début du projet. Puis, tout ça aussi vient de la main avec la complexité des musées. Donc, j'ai des musées parce qu'avant d'être musée canadien de l'histoire, j'étais dans un tout petit musée. Donc, je vois évidemment toute la différence dans la gestion d'un projet d'exposition quand on parle d'une équipe de 3-4 personnes qui font une exposition et quand on parle d'une équipe autour de 400-500 employés. Donc, c'est beaucoup de gestion, puis c'est beaucoup de complexité qui s'ajoute à cela.
Comme les intervenants précédents l'ont mentionné, il y a différents niveaux de collaboration, en passant par la consultation, en passant par la co-création. Donc, vous verrez bien que l'exemple que je vais vous montrer, c'est vraiment d'accompagnement d'une communauté dans la mise en espace, si on peut dire, de leur exposition, donc dans leur propre mot. Donc, évidemment, bon, la gestion des projets d'exposition, il y a besoin de certaines adaptations en fonction des projets, en fonction des musées, comme j'ai mentionné, des complexités liées aux ressources humaines, liées aux risques, liées aussi au budget et aux contraintes qui peuvent survenir à différentes étapes du projet. Donc, je vais probablement partager à ce moment-ci les images, puis introduire aussi le processus d'exposition. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, on n'arrive pas à voir. Oui, maintenant oui, c'est bon. Ok, on voit votre écran. Donc voilà. Donc je me dépêche un peu parce que je vois qu'on est sur le temps aussi prévu pour la journée. Donc je vais passer assez rapidement. Dans le fond, c'est le projet d'exposition qui s'appelle Hearts of Freedom. En français, ça s'appelle Cœur en liberté. Donc c'est un projet, dans le fond, c'est un projet d'exposition qui a été conçu et mené par un comité. Il y a eu un comité créé pour le développement du projet, mais surtout à la base du projet, c'est un projet d'histoire orale. Donc, c'est un projet de recherche mené par la docteure Stéphanie Stock de l'Université de Winnipeg. Donc, elle est aussi à la fois conservatrice de l'exposition. Donc, ce projet de recherche en histoire orale, il y avait plusieurs résultats. Donc, un de ces résultats, c'est l'exposition itinérante qui a été produite et présentée au musée. Mais aussi, il y avait un documentaire, il y avait un livre, il y avait d'autres sortes de retours sur vue comme résultat de cette recherche. Ce qui vaut la peine de mentionner, peut-être pour introduire un peu l'objectif de cette exposition, c'est que l'exposition, bon, elle rassemble des témoignages, donc des collectes de témoignages oraux. Il y a 165 témoignages qui ont été collectés pour cette recherche, des témoignages qui ont été menés auprès des membres de la communauté des personnes réfugiées de l'Asie du Sud-Ouest. Donc, je parlais tantôt de Laos, Cambodge, Vietnam, des personnes qui sont arrivées au Canada entre les années 1975 et 1985. Donc, aussi des témoignages de personnes qui les ont aidés. Donc, qui ont aidé et assisté cette personne dès son arrivée et pendant leur intégration. Donc, le résultat, je disais, de cette vaste projet de recherche autour partout au Canada, dans le fond. Cette exposition, c'est un de ses résultats, mais c'est aussi un site web où les entrevues peuvent être consultées. Donc, tout cela a été coordonné par la chercheure Stéphanie Stock, Dr. Stéphanie Stock de l'Université de Winnipeg, comme je mentionnais, mais il y a eu un comité qui a été consolidé pour assister ces processus, autant de la recherche que de la production de l'exposition. Donc, ce qui est important dans le cadre de la collaboration pour le Musée canadien d'histoire, c'est vraiment la mise en valeur de ces récits, mais surtout aussi le partenariat avec les communautés. Donc la mise en récit, on le sait, dans un musée national, c'est souvent des récits qui sont un peu plus marginalisés, qui ne sont pas nécessairement inclus dans les récits officiels, dans les expositions permanentes, par exemple. Donc, c'était vraiment important d'ouvrir la porte et de présenter ces histoires, si on peut dire ces micro-histoires, mais qui font partie, bien sûr, de la grande histoire du Canada. Ici, on voit la liste des partenaires, des membres des communautés, des associations, des musées, des universités qui ont fait partie du comité du projet, notamment l'université Carleton, l'université Mennonite, les musées, si on parle des musées, il y a le musée canadien d'histoire, il y a aussi le musée de l'immigration à Halifax et le musée de Manitoba.
Les associations, bien sûr, les associations qui représentent les communautés concernées, donc les associations vietnamiennes et laoniennes, c'est le bon mot, je me pose la question, puis cambodgiennes. Il y a aussi la Société historique de l'immigration canadienne qui a participé à ces comités de soutien et comités aviseurs du projet, et le Pacific Canada Heritage Center. Donc, le projet Hearts of Freedom ou le projet Corps en Liberté a vu le jour en 2015. Donc, c'est en 2015 qu'ils ont commencé le processus de réflexion sur comment bâtir les enquêtes orales, etc. Il y a une personne du Musée canadien de l'histoire, une chercheuse, une conservatrice, qui s'est jointe à ces comités-là. Et par la suite, donc, la participation du Musée canadien de l'histoire a été vraiment d'accompagner la coordonnatrice de cette exposition pour mettre en espace cette exposition de panneaux dans le musée pour faire des sensibilisations et de la diffusion du marketing autour pour rendre ça public, pour rendre ça plus accessible à tous les visiteurs du musée, autant sur le site web que sur place. Donc, je passe la prochaine. Oups. Ah, ça passe pas. Sandra, désolée de vous déranger. Je ne sais pas si vous avez vu mon petit message. Comme on est vraiment sous le stress, on a déjà explosé le temps. Encore une fois, merci de votre patience à tous. Laurée, est-ce qu'on peut finalement conclure un peu la table ronde? On n'aura pas le temps de poser des questions puisque Madame Giraud doit partir. Ah. Jusqu'à 25, c'est possible. Ok, donc grâce à l'effort vraiment de Madame Giraud, on peut passer donc à quelques questions. Laurée, la parole est à vous. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Oui, d'abord, je voulais remercier chaleureusement tous les intervenants pour cet ensemble de présentations qui nous donne, qui nous présente une multitude et une variété finalement d'approches et d'actions pour répondre en fait aux deux questions de l'atelier, c'est-à-dire celle de savoir comment est-ce que les musées peuvent être des acteurs dans l'éducation de la citoyenneté, et puis ensuite la deuxième question qui était celle de quelle manière est-ce que le musée peut participer à l'apprentissage du vivre ensemble dans les sociétés contemporaines fracturées et de plus en plus polarisées. Alors là, je pense qu'on a été très gâtés finalement, on a eu un ensemble très très vaste là d'approches. Certaines, peut-être plus classiques que d'autres, mais beaucoup m'ont paru vraiment très novatrices, vraiment très, très novatrices, avec toutes sortes d'approches pour accroître finalement la participation citoyenne, pour créer un espace dans le musée qui va permettre cette participation citoyenne. Alors, nous avons heureusement un peu de temps pour les questions parce que je pense que les présentations suscitent beaucoup de réflexions et puis des questions, des interrogations. Je vais donc, moi j'en avais, mais je vais par courtoisie pour la salle donner l'occasion aux participants de la salle de poser leurs questions en premier lieu. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Oui. Bonjour, je m'appelle Isabelle Goudou, je suis doctorante en muséologie, je termine ma thèse sur les expositions permanentes du Musée de la Civilisation. J'ai une question pour vous, Madame Giraud.
Je sais qu'à l'époque, il y avait des travaux avec Lucie Degnaud sur le mur des représentations et la conscience historique. Et je me demandais si vous pourriez revenir sur le projet de pouvoir développer l'esprit critique auprès des publics. Et si vous aviez des exemples peut-être d'interventions ou en tout cas d'approches sur lesquelles vous êtes en train de travailler en ce moment. J'ai travaillé avec Lucie pendant plusieurs années. Donc, en fait, au niveau de Voix libre, on est vraiment dans un laboratoire d'innovation sociale. Donc, comme on construit l'avion au vol. Et actuellement, on est à développer des projets, des produits vraiment plus du côté chez nous. Nous développons des produits. Donc, on développe des produits à partir des outils de la pensée dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une espèce de jeu qu'on fait en dialogue avec d'autres personnes avec qui on visite le musée. Puis, on leur donne une clé pour aller visiter le reste du musée. Donc, pour apprendre à discuter, à échanger. On accueille aussi un organisme qui s'appelle le Percolab, qui est de Montréal. Et là, on fait des chicaneries. Donc, des chicaneries, ce sont des discussions qui sont basées sur la résolution de conflits de façon positive. Donc, c'est Percolab qui nous accompagne dans ce volet-là. On a aussi 2 œuvres dans l'exposition, des commandes qu'on a données à des artistes. Et on est à faire l'interprétation au niveau de ces œuvres-là et les artistes vont venir aussi interagir avec le public. Là où on est rendu, c'est qu'on est encore beaucoup dans une approche musée. Donc, là, il faut aller chercher les citoyens, aller chercher différentes communautés pour qu'ils viennent, eux, créer du contenu dans Voix libre et changer notre posture. Voilà. J'aurais une question pour nos participants, juste si vous me le permettez, Andrea, nos participants de Casablanca, parce qu'ils sont restés debout jusqu'à la fin. Et puis, en plus, j'avais des questions brûlantes pour eux. Alors, si vous me permettez de leur poser une question, enfin, de faire peut-être un petit commentaire, que j'ai trouvé que c'était un projet vraiment très intéressant, où vraiment on est dans l'expérimentation parce qu'on essaye des trucs, on voit si ça marche ou si ça marche pas. Bon, on n'est pas dans un cadre institutionnel très strict là, hein, c'est qu'on est vraiment sur le terrain en train d'expérimenter différentes choses avec plein d'obstacles qu'on rencontre. Donc, si j'ai bien compris, la ville de Casablanca vous a interdit finalement à un moment donné d'exposer dans ces containers. Et puis, je voulais vous demander alors 2 questions très rapidement. Pourquoi est-ce qu'on vous a interdit de faire ces expositions, premièrement? Ensuite, comment est-ce que vous vous financez? Et troisièmement, le volet international, comment est-ce que vous avez pu le développer? Parce que ça demande quand même des moyens et puis... je veux dire, une organisation, là, je suis intrigué là, par comment vous allez faire là, pour développer là, ce volet international qui est assez élaboré. Donc, je peux répondre à la fois troisième question qui ont rapport dans la question de financement. Moi, en tant qu'artiste, bien sûr, la question d'international. Toujours j'étais invité parce que c'est un bon projet, parce que c'est un projet qui, on trouve qu'il y a partout dans le monde, il y a un grand manque de la question de la collection, la manière de collecter les musées, la collection du musée, il y a une vraie question. Donc pour moi, en tant qu'artiste, j'interviens sur l'international, bien sûr. Revenons à la deuxième question, la question des subventions. La subvention, bien sûr, on demande toujours des subventions à des fonds internationaux comme il y a AFAR, le Fonds arabe pour la culture et les arts. Donc, il y a Drossos de Suisse, il y a des instituts français aussi. Hein. Il y a aussi le ministre de la Culture marocain qui nous aide pour un projet qui s'appelle La Ruche. Mais pour la question de l'interdiction ou la fermeture de ce musée qu'on a installé
enfin, on a installé. On sait que très bien que, comme j'ai dit avant, que le Casablanca, c'est une ville sans musée. Donc le décideur, il a beaucoup de propositions, mais que sur les papiers en fin de musée. Et donc, quand on a fait, donc il y a les visiteurs qui viennent, il y a la communication qui passe, il y a les médias qui s'expriment autour de cette initiative, donc ça dérange un petit peu le pouvoir des politiciens. Et donc, si le politicien, enfin, c'est lui qui rêve d'initier ces propositions de mise surtout de la ville. Donc, pour nous, c'est une structure indépendante, pas gouvernementale. Ça développe un petit danger, en fait. Et donc, c'est normal qu'on entende dans la radio, dans la télévision, dans les journaux, un musée de la mémoire collective de Casablanca s'est initié et le politicien est en train de regarder la télévision ou avoir ces informations, ça le dérange un petit peu. Donc, l'unique façon de dire, retournez-nous ces conteneurs-là parce qu'on a quelque chose à faire. Ils peuvent imaginer, ils peuvent développer beaucoup de raisons pour confisquer toute cette initiative. Mais pour nous, moi personnellement, en tant qu'artiste, pour moi, c'est pas la question d'arriver à faire un musée, mais pour moi, c'est un processus artistique. À quel point ça développe, même avec les obstacles, avec comment ça peut se développer le projet jusqu'à une finalité de l'installer, mais d'une manière un peu plus intelligente, plus cohérente en fait, et plus, on peut dire, cohérente et d'accord avec la question de politique et la question des artistes ou des interventions des artistes. Oui. Peut-être que je voudrais juste rajouter quelque chose de très court sur les partenariats aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi tous ces objectifs mondiaux de développement durable, voilà, et notamment l'un, c'est le partenariat, et à l'atelier de l'Observatoire, on a aussi essayé vraiment de travailler avec ça. On a dit qu'on a travaillé avec la SAR Art Vivant à Montréal. C'est très important pour nous, à Chicago aussi, de développer des partenariats qui permettent d'amener le projet à d'autres endroits. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait aussi avec l'ICOM. On a pu assister à la conférence générale et de pouvoir un peu porter le projet, la voix du projet à travers les projets artistiques de Mohamed et aussi d'autres partenariats qui sont mis en place. Oui, comme on a, bien sûr, on a développé depuis 10 ans maintenant, on a développé beaucoup de partenaires. Donc, pour la question de mobilité, on essaie un petit peu de chercher des moyens et des budgets. La question de développer des projets aussi, c'est la même chose. Donc, on peut dire le grand projet qu'on a fait, c'était à partir de 2018 jusqu'à 2022. Donc, on a reçu une grande somme pour développer ce projet et pour aller vers les quartiers, payer les artistes. Donc, c'est d'une fondation suisse qui s'appelle Drossos. Donc, on a reçu plus ou moins 500 000 $. Donc, c'est pour 4 ans. Donc, c'est un budget considérable pour démarrer le projet. Ça peut pas faire. Ça peut faire installer une musique collective parce que la musique collective, c'est une gestion, c'est un travail professionnel de conservation, de recherche, des interventions. Pour nous aussi, comme j'ai dit avant, on a un programme qui s'appelle Madrasa. Madrasa, c'est l'école en arabe. Madrasa, c'est un programme de formation, développer des curateurs ou former des curateurs pour qu'ils peuvent, à partir de ce musée, développer un récit. Développer un récit de la ville de Casablanca, développer une scénographie aussi, de comment on peut, à travers le récit, comment on peut développer une belle scénographie qui pourra raconter une vraie ville de Casablanca vue par ses artistes et ses citoyens.
Bon, comme le temps presse, bon, c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps pour discuter, mais en tout cas, merci beaucoup pour ces 4 présentations qui se complétaient bien, très variées, mais qui se complétaient très, très bien, je pense. Alors, voilà, donc, et merci aussi à Andrea pour l'organisation de cette journée d'études très riche et très, très stimulante, hein, très instructive. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Laurier, et à tous les intervenants et à tout le monde qui a tenu jusqu'à présent, et inclus à toute l'équipe du MEM. Merci beaucoup. Juste une conclusion rapide. Donc, Yves Bergeron, merci beaucoup, monsieur, aussi, pour cette conclusion. Alors, une conclusion rapide, c'est jamais simple. C'est toujours un défi quand on propose à quelqu'un de préparer une sorte de synthèse d'une rencontre comme ça, parce que, bon, on doit d'abord se concentrer, on n'est jamais sûr de retenir l'essentiel. Mais j'ai quand même tenté d'identifier, disons, les grandes lignes directrices de ce qui se dégage des différentes interventions. J'ai plusieurs pages de notes, mais j'ai coupé, je vous rassure tout de suite, parce qu'il n'y a rien de pire, quelqu'un vous dire, qui commence en disant « je serai bref », et là, c'est classique, on en a pour 1 heure. Quand même, en vous écoutant, je me suis dit, idéalement, une synthèse, ça devrait aussi être préparé par au moins 3 personnes. Hein? Un travail, ça devrait déjà être ça, un travail collectif. Et ça m'a rappelé un message que Roland Arpin, directeur fondateur du Musée de la Civilisation, répétait régulièrement. Il faut éviter que les musées monologuent. Hein? Il est essentiel aussi, pour ça, de convoquer toujours différents regards sur un même thème, parce qu'on ne réalise jamais des expos pour nous, mais pour le public. Ça semble normal aujourd'hui d'entendre ce type de discours, mais je vous rappelle qu'en 88, cette approche choquait la communauté muséale. Et pourtant, c'était en 88, et pourtant, en 1990, la tendance était déjà inversée, puisque l'ensemble des musées au Québec adoptaient la philosophie du Musée de la Civilisation. Donc, on peut considérer, dans la perspective de Raymond, que c'est vraiment un moment de rupture dans la muséologie québécoise. J'ai retenu juste, je vais faire référence à 2 interventions qui, à mon avis, illustrent assez bien les enjeux qui ont été évoqués cet après-midi. D'abord, quand Catherine Charlebois a formulé une mise en garde sur les consultations, hein, en rappelant qu'il fallait respecter la promesse de la consultation. C'est important parce qu'une rencontre de consultation, c'est bien, mais ça ne permet jamais de tout solutionner. Et il faut que les commentaires, les propositions soient considérées, ça, tout le monde en convient. Et d'ailleurs, M. Gilles Bougie donnait l'exemple de l'exposition permanente consacrée aux Premières Nations. Bon, tout ce qui a été proposé ne s'est pas traduit dans l'exposition, mais en même temps, c'est pas nouveau, c'est un peu normal. Au sein même des équipes de réalisation, il y a toujours des négociations. C'est un lieu de tension et on se retrouve naturellement avec des personnes qui, même au sein de l'équipe, ont des visions différentes. C'est normal et je dirais que, heureusement, c'est normal que tout le monde ne partage pas toujours le même point de vue. Il ne faut quand même pas perdre de vue que le musée a aussi des responsabilités. Il a des choix à assumer. Et en réalité, dans le cas des consultations avec les communautés, on a affaire à une démarche diplomatique. Ça s'engage sur une longue durée. On est dans la diplomatie culturelle et, je le répète souvent, il faut du temps pour intégrer les nouveaux modes de fonctionnement. Et les chercheurs en gestion s'entendent d'ailleurs tous pour dire que les changements, c'est l'affaire d'une génération. Donc, ce qui est positif, c'est que les musées s'adaptent, les musées se questionnent, et ces changements, ils se feront pas... Ils ne se font finalement que s'il y a consensus et que la communauté muséale s'engage collectivement sur cette voie. Enfin, je termine là-dessus, un dénominateur commun qui m'a frappé dans les différentes communications. D'abord, il y avait des présentations d'excellentes, de bonnes pratiques, mais le dénominateur commun, c'est peut-être l'utopie. Raymond Monti le soulignait. Il faut croire que
le musée, comme institution, peut participer à transformer la société. Il y a quelque chose d'utopique là-dedans. C'était déjà dans le mouvement de la nouvelle muséologie. Pourquoi pas, hein? Mais ça vient, il ne faut pas l'oublier, avec de grandes responsabilités. Et ça, à mon avis, ça mérite réflexion. Et puis, il y a quand même une tendance qui se dessine clairement, c'est-à-dire que le changement de culture des musées, ben, il est en marche. Et ça me semble très positif. Et pour terminer, là, c'est vrai, j'ai une proposition à mes collègues avec Andrea Nalou-Galassini, spécialiste de la nouvelle muséologie, Léa Lecalvé, Laurier Turgeon, et Louis Jacob, s'il accepte de participer, ben, nous allons produire ensemble un texte de synthèse qu'on pourra partager avec vous. Voilà. Et merci encore une fois au MEN de nous avoir accueillis pour cette rencontre. Merci. Donc on va conclure cette longue après-midi qui est devenue presque une journée. Merci encore à tout le monde. Surtout, merci beaucoup à l'équipe du MEM. Encore une fois, merci beaucoup à André Gauvreau et à James aussi, le technicien. Merci beaucoup aussi à Félix, qui a été la personne en charge de la captation vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Flavie. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe qui a soutenu. Et encore une fois, merci beaucoup à vous tous, donc aux intervenants, mais aussi ceux qui ont été là toute cet après-midi. Et merci encore une fois, M. Bergeron, pour cette proposition donc, de texte de synthèse. Donc, à bientôt par courriel et peut-être à une prochaine à l'UQAM ou à Laval. Merci encore pour les intervenants en ligne. Donc, merci Laurier, Sandra, Eugénie, Mohamed. J'imagine que M. Tobelem est déjà parti, mais merci aussi. Donc, très bonne soirée à tout le monde. Merci.